Alors, bonjour honorable, comment allez-vous? Bonjour, cher ami Peace. Je vais très bien. Alors, vous avez voté un nouveau code électoral qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et tout de suite, avant d'entrer dans le vif de notre entretien, de notre petit entretien, c'est fondamentalement quel est le sens de cette nouvelle retouche du code électoral dans un contexte où on ne parle pas tous d'une même voix au Bénin. Merci beaucoup. D'ailleurs, on ne peut pas tous parler d'une même langue, d'une même voix, comme vous le dites. C'est pas possible. L'unanimisme n'existe pas sous ce soleil dans aucun pays du monde. C'est dans la diversité, mais avec un idéal d'aller vers un objectif commun, qui est de préserver ce qui est essentiel au-delà des intérêts particuliers et personnels et égoïstes qu'il faut construire, qui est la nation. La nation. Alors, pour revenir à votre question, quel est le sens de ces réformes qu'on a eu à faire, cette retouche qu'on a eu à faire au code électoral? Il faut dire que tout est parti de la décision, d'une décision de la Cour constitutionnelle. La DCC numéro 001 du 4 janvier 2024, qui est une décision prise par la Cour sur saisine d'un citoyen béninois qui lui demandait de rétablir l'égalité entre les parrains-mères qui pour lui étaient rompus. La Cour n'a pas directement donné droit à la requête de ce citoyen, mais s'est auto-saisi au nom de son pouvoir régulateur du bon fonctionnement des institutions de la République pour sortir sa décision dans laquelle elle invitait l'Assemblée nationale, notamment les députés, à aller réviser le code électoral pour rétablir l'égalité rompue entre les parrains, mais aussi de corriger une erreur matérielle qui s'est glissée dans l'article 42 du code électoral. Alors, après discussion, les députés que nous sommes, nous avons constaté que l'égalité rompue entre les parrains-mères dont la Cour parle, cette égalité existe, cette inégalité aussi existe entre les députés et les maires, et aussi entre les députés. Il y a un problème de légitimité qui se pose aussi. Donc tout ça mis ensemble pour pouvoir régler ce problème, il faut dire que nous avons eu droit à 3 propositions de loi. Premièrement, une proposition de loi portant révision de la Constitution déposée par l'honorable Hassan Seibou, président du groupe parlementaire BR à l'Assemblée nationale, qui voyait comme solution unique pour régler tous ces problèmes la révision de la Constitution de notre pays pour inverser l'ordre des élections, savoir faire passer l'élection présidentielle d'abord avant les élections législatives et communales. Mais vous savez, vous êtes dans ce pays, vous savez que cette révision n'a pas prospéré. La minorité de blocage que constitue donc l'opposition, ensemble avec certains collègues de la mouvance, ont fait échec à cette révision. Est-ce que finalement, ce n'était pas pour nous, vous allez revenir sur vos 2 points, c'était pas comme pour nous distraire de l'objectif de ce que c'était le code électoral qui devait être révisé? Non, le code, lui, dans Parce qu'on tous n'a les pas cas, compris finalement non, le code, dans tous les cas, devait être révisé. Que la révision de la Constitution ait abouti ou pas, on devait revenir au code pour le toiletter. Donc, il ne faut pas dire que c'est un subterfuge mis en place pour... Non, 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 non. La révision de la Constitution a été proposée par l'honorable Hassan Seibou parce qu'il voyait dans l'inversion des 2 élections, de l'élection présidentielle des autres élections, le moyen rapide pour rétablir l'égalité parce que l'élection présidentielle serait en train de passer à un moment où tous les députés et les maires actuels qui sont les parrains potentiels seront
en toute légitimité, en toute légalité, parce que n'auront pas encore fait les élections où certains auraient échoué ou que certains réélus n'auraient pas été installés. Donc, ils voyaient que si on passe d'abord l'élection présidentielle en premier, on règle tous ces problèmes. C'était ça, c'est sincère, je peux vous le dire. Donc, il n'y avait aucun agenda caché derrière. Alors, ça a échoué et nous sommes revenus aux deux autres propositions de loi. L'une portée par le président Kenatone, du groupe parlementaire, président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, et puis l'autre portée par le président Achade Nourenou, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Alors, ces deux propositions de loi visant le même objet ont été jointes pour subir une étude unique au niveau de la commission des lois, qui a pondu son rapport en tenant compte de ces deux propositions, mais aussi en tenant compte du mémorandum envoyé par la Sénat et d'autres acteurs de la société civile qui ont souhaité que le Code connaisse un aménagement sur certains points. Donc tout cela mis ensemble a permis à la commission des lois de prendre son rapport. Et c'est suite au dépôt du rapport que le président de l'Assemblée nationale a convoqué la plénière pour le mardi 5 mars pour que la plénière puisse en débattre et aller au vote. Et c'est ce que nous avons fait. Et quand nous sommes allés à l'entame, vous avez dû entendre que un de nos collègues, notamment l'honorable Arifari Bako, oui, a posé une question qu'il qualifiait de question préjudicielle, nous invitant à ne nous contenter que de répondre aux deux préoccupations soulevées par la Cour, à savoir rétablir l'égalité entre les parents mères et corriger l'erreur matérielle dans l'article 442 et envoyer cette copie-là à la Cour. Est-ce qu'il n'avait pas raison? Non, je ne pense pas, parce que vous savez que le pouvoir de légiférer appartient aux députés, qu'ils partagent concomitamment, concurremment avec le président de la République. Alors, la Cour ne peut pas limiter le député ou les députés dans leur pouvoir de légiférer. La Cour a demandé aux députés d'aller corriger le code sur 2 points. L'essentiel pour la Cour, c'est de voir que ces 2 points ont été corrigés. Je vous ai dit tout à l'heure que dans tous les cas, l'Assemblée nationale, les députés allaient corriger le code électoral. Donc, la Cour n'a pas fixé de délai aux députés à l'Assemblée nationale et n'a pas indiqué l'orientation que l'Assemblée nationale devait donner au code, mais a dit seulement d'aller corriger le code pour rétablir l'égalité entre les parents sur 2 points. Mais l'Assemblée nationale peut, dans son pouvoir de légiférer même sur 100 points et envoyer à la Cour. L'essentiel, c'est que la Cour se retrouve dans les 2 points sur lesquels elle a demandé à l'Assemblée nationale de réviser le code. L'essentiel est que la Cour voit que l'Assemblée nationale a donné solution à ses préoccupations. Donc, légiférer dans ce contexte-là, selon ce que vous dites, n'est pas aller au-delà de la décision de la Cour. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit, ce que nous avons fait maintenant. Nous sommes allés au-delà. Oui, vous êtes allé au-delà. Nous sommes allés au-delà des 2 indications faites par la Cour. Oui. Parce que nous-mêmes, à notre niveau, même bien avant que la décision de la Cour n'arrive, nous avions fait des réflexions à notre niveau. La Sénat nous avait saisi d'un mémorandum et nous-mêmes, des réflexions étaient en cours pour qu'on aille corriger le code électoral. Je voulais dire, ce n'est pas prendre le risque de voir déclarer contraire à la volonté, à la décision de la Cour, ce que vous avez fait. Non, il n'y a pas de risque. J'ai dit tout à l'heure ce que nous avons fait. Lorsque elle sera... Vous avez exercé votre pouvoir de légiférer. On a exercé notre pouvoir de légiférer. Et lorsque le code relu sera déféré devant la Cour pour contrôle de constitutionnalité, la Cour va vérifier dedans si les 2 corrections qu'elle nous a demandé de faire, si nous les avons faites. Si nous les avons faites, la Cour est satisfaite. Elle va se prononcer aussi sur les autres aménagements que nous avons apportés au code électoral. Honorable Gérard Guenochi, par rapport justement aux aménagements qui ont été faits, quelles sont fondamentalement les innovations majeures apportées au code électoral? Alors, les innovations majeures, il faut dire que, premièrement, nous avons, en ce qui concerne
le taux, euh, le taux de suffrage qu'un parti politique doit obtenir pour être éligible au partage des sièges, à l'attribution des sièges, qui était de 10% au plan national, nous avons étendu cela au niveau des circonscriptions électorales et l'avons porté à 20%. Ça veut dire quoi? Que dans chaque circonscription électorale, chaque parti politique qui a présenté des candidats à l'élection a l'obligation d'avoir au moins 20% des suffrages dans une circonscription électorale avant de pouvoir être éligible à l'attribution des sièges. À défaut, il faut qu'elle puisse justifier qu'elle a un accord de gouvernance ou un accord de coalition parlementaire avec un ou d'autres partis politiques et que les voix d'un ou deux ou les autres de ces partis politiques qui ont satisfait au seuil de 10% de suffrage au plan national, additionné à ces voix, permet d'avoir les 20%. Concrètement, ça veut dire quoi? Les 10% au plan national qui existaient ne sont pas supprimés. Les 10% existent toujours. Donc, tous les partis politiques qui vont compétir, il faut que vous ayez au moins 10% pour pouvoir alors aller compétir dans les circonscriptions maintenant. Si vous n'avez pas de 10%, c'est que vous êtes même éliminé pour qu'on aille vers les circonscriptions avec vous. Donc, c'est tous les partis politiques qui ont les 10%. C'est ces partis-là dont on ira vérifier les scores au niveau des circonscriptions pour voir lesquels de ces partis, seuls ou en accord, ont pu avoir 20% de ces suffrages au niveau de chaque circonscription. Les grands regroupements politiques qui existaient n'ont déjà pas pu s'en sortir avec les 10%. Mais est-ce que vous ne voyez pas que cette complexification... Vous parlez de quel grand regroupement? On a 3 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Oui. Et c'est parce que ces partis ont franchi le seuil des 10% qu'ils ont été attributaires des sièges. C'est pour ça qu'on a 3 grands partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Vous parlez de quel grand parti politique encore? On ne va pas s'y attarder. Mais déjà, c'était déjà compliqué d'atteindre cet objectif. Ce n'est pas compliqué parce que des partis politiques l'ont obtenu. Des partis politiques qui ont respecté l'esprit de la réforme. L'esprit de la réforme, il faut savoir que la logique dans laquelle nous sommes, ce n'est plus d'avoir des micro-partis. Ce n'est plus d'avoir des partis de quartier, de région ou de clan, mais qu'on ait des partis qui ont l'envergure nationale, qui ont un ancrage national. Est-ce que vous ne voyez pas que cette complexification des choses dénote d'une volonté, d'une insistante volonté d'exclure? Pourquoi vous voyez le mal partout, vous? On veut exclure qui? Les règles qu'on édite sont d'application générale, elles sont impersonnelles et sont d'application générale. C'est ça la loi. On édite les lois pour nous-mêmes aussi, avant d'aller en compétition. Et après compétition, vous voyez que nous nous en sortons. Mais c'est facile parce que vous êtes les plus forts du moment. Au moment où on avait fait les lois, on avait la réforme en 2019, personne ne savait qui était fort. Vous étiez personne. Le pouvoir, les partis au pouvoir, c'était vous. Mais ça ne suffit pas. Vous avez toujours vu des partis au pouvoir perdre les élections. Vous avez toujours vu des partis au pouvoir perdre les élections. Vous en connaissez des exemples plus proches de nous. Il y a des partis au pouvoir qui ont perdu les élections devant vous. Donc ça ne veut rien, ce n'est pas un critère que d'être au pouvoir. Donc, les lois ont été éditées pour nous tous, pour permettre que nous allions à la compétition pour voir qui est qui. Ce qui se fait aujourd'hui aussi, ça ne vise personne. Sinon, nous-mêmes, on n'aurait pas accepté de nous mettre la corde au cou, de lever la barre, sachant qu'à l'étape actuelle, nous n'avons pas les 20% dans toutes les circonscriptions. Et pourtant, nous fixons ça parce que c'est l'idéal que nous voulons pour le Bénin. Ça met la pression sur nous-mêmes. Les partis qui sont à l'Assemblée nationale, ça met la pression sur eux à aller à la conquête des électeurs dans chaque circonscription électorale. Et pourquoi nous le faisons ainsi? C'est pour que, quand vous serez élu, vous aurez des élus. Vous êtes un parti qui aspire à conquérir le pouvoir et l'exercer. Quand vous allez conquérir le pouvoir, que vous n'oubliez aucune circonscription électorale, que vous sachiez que toutes les circonscriptions vous ont fait et que vous avez l'obligation, dans la conception des politiques publiques,
de prendre en compte ces circonscriptions au risque d'être vomies à la prochaine élection. Ça permet donc d'avoir un développement intégral équilibré du territoire. Ça, c'est un facteur d'unification de la nation, un facteur d'intégration de la nation pour permettre la solidité des partis politiques, mais aussi permettre à la nation béninoise d'avoir l'unité nationale, que toutes les régions, toutes les circonscriptions aient ce sentiment d'appartenance à un même État, que nous sommes pris en compte par les gouvernants. C'est pour ça qu'on a imposé donc ces règles. Ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour le bonheur du pays. Est-ce qu'on pourrait revenir sur d'autres innovations? Pourquoi pas? Okay. Donc, nous avons, en ce qui concerne le parrainage, relevé le taux à 15%. Hein? Oui. Donc, d'abord, avant de finir, je veux dire que cette réforme sur ce taux que nous avons fait, c'est pour permettre que les partis politiques soient les seuls qui ont le pouvoir d'animer la vie politique et aussi le pouvoir pour implémenter les politiques de développement au service du pays. Ça, c'est, donc, le deuxième aménagement, oui, c'est au niveau du parrainage. Le parrainage, nous avons relevé le taux à 15%. Si vous voyez des parrains potentiels, les maires et les députés ensemble, ça fait, je pense, 176. Si vous faites 10% de 176, ça fait 17,6. On a relevé à 15%. Et ça fait 27,2%. On a d'abord fait le schéma de 20%. Et quand on a fait 20%, ça fait 37%. Ça excluait d'office. Et nous avons vu que ça excluait les démocrates. Nous n'avons pas voulu ça. Les gens vont dire que c'est fait à dessein pour exclure les démocrates. C'est pour ça que nous avons rabaissé. Les discussions ont permis de rabaisser à 15% qui permettent que les démocrates soient pris en compte. Et là, maintenant, ils sont pris en compte. Et il faut que les 15% là proviennent de 3/5 de l'ensemble des circonscriptions électorales. Nous en avons 25, 3/5 par excès, ça fait 15 circonscriptions au moins. Ça vise le même objectif au départ, que les leaders ne soient plus des leaders des régions, les leaders d'une seule circonscription, les leaders d'une zone donnée, mais que ce soit des leaders qui ont un ancrage sur plusieurs circonscriptions. Si vous êtes populaire dans votre circonscription seule, ça ne suffit plus aujourd'hui pour aller à la gouvernance au plan national. Il faut que plusieurs autres circonscriptions puissent vous porter. Donc, le parrainage est porté à 15%. Que des élus d'autres circonscriptions croient en vous et vous portent. Et quand ils vous portent, ainsi, quand vous serez élu, vous saurez que vous n'allez pas à réfléchir ou à travailler seulement pour une circonscription donnée. Alors, cette disposition permet aussi de lutter contre le phénomène que nous avons décrié toujours, qui est le phénomène de transhumance, de la transhumance politique. De quelle manière? Parce que oui, je vais vous l'expliquer. Les 15%, je vais vous l'expliquer. Ça nous fait juste 28 députés. Oui, je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Okay. Ça lutte contre la transhumance parce que, par ailleurs, on dit que les parrains, ces 15%-là, ne peuvent parrainer, dans un autre alinéa de cet article, ne peuvent parrainer que un candidat membre ou désigné par leur parti politique, ou à défaut, un candidat d'un parti signataire d'un accord de gouvernance avec leur parti. Ça veut dire que, comme ça, les démocrates peuvent être sûrs que personne ne peut venir débaucher un de leurs députés sans leur propre accord. Parce que les députés démocrates ont l'obligation de ne parrainer que le candidat que le parti Les Démocrates aura présenté, ou, à défaut, un candidat d'un parti qui a signé un accord de gouvernance avec le parti Les Démocrates. Ce faisant, s'ils ne veulent pas que leur député aille parrainer un autre, donc ça veut dire qu'ils ne donneront pas leur accord. Donc tant que le parti n'a pas donné l'accord, les parrains ne peuvent pas aller au-delà. Vous voyez? Donc ça sécurise les partis politiques. Ça permet de résoudre un tant soit peu le problème de la transhumance que nous avons jusque-là tenté de résoudre, auquel nous ne parvenons pas. Mais cette fois-ci, ce serait un commencement. Qu'à ce niveau, il n'y aura plus de débauchage des élus qui seront des parrains potentiels.
Mais c'est facile pour le Parti Les Démocrates de perdre un député. Comment? Comment? Sans leur accord, ils ne perdront aucun député. Il faut que eux-mêmes acceptent de perdre. Je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais si quelque chose arrivait à l'un d'entre eux, est-ce que le suppléant prend. Si quelque chose arrive, le suppléant prend. Et si quelque chose arrivait au suppléant? Non, mais non, Madame Pisse, vous n'allez pas multiplier les cas de pessimisme jusqu'à ce niveau. On dirait que vous voyez le diable partout, mais c'est pas bien. Mais c'est une possibilité. Non, il ne faut pas aller à ces extrêmes. Il ne faut pas aller à ces extrêmes. Si ça arrivait, il suffirait au parti Les Démocrates de signer un accord de gouvernance avec un autre parti pour qu'on permette aux parrains de ce parti de parrainer leur candidat. Aujourd'hui, à part les trois partis, il n'y a que la FCBE qui est des maires. La FCBE a des maires, il a des parrains. Ils ont des parrains. Ils sont de l'opposition. L'opposition ne s'entend pas souvent. Ça fait leur problème, mais ils sont de l'opposition. Alors, est-ce qu'il y a d'autres innovations que vous voulez faire ressortir rapidement? Oui, il faut dire que le quitus fiscal est maintenu, mais nous l'avons amélioré. Le quitus fiscal, certains ont proposé qu'on le supprime, mais nous avons dit que ce n'est pas bon, parce que ceux qui aspirent gouverner doivent montrer patte blanche. Parce que vous ne pouvez pas aspirer briguer des postes électifs où vous serez entretenu aux frais du prince, l'argent du contribuable, et refuser vous-même de payer les impôts. Vous voyez? Donc, nous avons maintenu le quitus fiscal sur la base de ce postulat. Mais aux dernières élections, vous savez que la délivrance de quitus fiscal a posé des problèmes. Nous avons dit, cette fois-ci, il faut que la délivrance du quitus fiscal commence à 90 jours du dépôt des dossiers et finisse le jour où la Sénat a délivré les récépissés définitifs aux partis politiques. Ça veut dire qu'on a 3 mois pour demander son quitus fiscal et constituer son dossier. Mais la loi va plus loin en disant que lorsque un demandeur de quitus fiscal dit qu'il est à jour et soumet sa demande, l'administration des impôts a 15 jours pour lui délivrer son quitus fiscal. Et en cas de refus de délivrer ce quitus fiscal, l'administration énumère les motifs en une seule fois de ce pourquoi le quitus ne lui est pas délivré. Et si le demandeur satisfait aux incriminations de l'administration fiscale et paye les impôts qu'on lui reproche de n'avoir pas payé et en montre la preuve, soit 12 heures après, au plus tard, il faut que le quitus fiscal lui soit délivré. Moi, parfois, j'ai l'impression que vous n'êtes pas réaliste. Parce que vous occultez le fait que l'administration fiscale ou l'administration, parfois, veut un peu trop être zélée et du coup ne satisfait pas aux injonctions faites par la loi. Nous avons maintenant encadré l'administration. Oui. Et quand l'administration enfreint la loi, vous avez vu la Cour constitutionnelle a sanctionné l'administration, a dit que l'administration a violé la loi. Et c'est fort de cela qu'elle avait rétabli les démocrates dans leurs droits et a ordonné qu'on reprenne leur liste. Et ils ont eu les quitus, ils ont réintroduit leur liste et ça a été pris. Donc ça veut dire que nous n'avons rien à craindre dans notre pays. Nous avons des institutions qui jouent bien leur rôle et on n'a rien à craindre sur ce plan-là. Alors, moi, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir quelles sont les implications de toutes ces innovations-là apportées. Oui, on nous parle du renforcement de l'esprit, de la réforme du système partisan. Une réforme qui ne manque pas de créer beaucoup de problèmes ou d'incompréhensions. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas pour qu'on ne sorte pas des tensions au Bénin? Merci beaucoup, oui. Où est-ce que vous avez vu une fois des réformes ne pas créer des tensions? On dit l'être humain est réfractaire aux réformes. C'est comme ça, même vous, puisqu'il êtes là, vous vous accommodez de votre environnement où vous êtes aujourd'hui
lorsqu'on va vouloir bousculer cet environnement, vous n'allez pas accepter. Ça va vous perdre du temps avant que vous ne vous accommodiez à nouveau. L'être humain est toujours comme ça. Mais quand on veut évoluer, on ne peut pas rester statique et croire pouvoir évoluer. Il faut modifier l'environnement pour pouvoir être au pas avec la modernité. Donc, c'est pour ça les réformes. Alors, pourquoi ces réformes? Que visent ces réformes? Je voudrais que vous fixiez, les Béninois fixent le regard sur 4 choses fondamentales, sur 4 points. Premièrement, le but de ces réformes, c'est d'être conforme avec l'esprit de la réforme du système partisan qui veut que nous ayons des partis à ancrage national qui soient les seuls acteurs, les seuls à même d'animer la vie politique et aussi d'implémenter le développement de notre pays. Que ce soit que les partis politiques soient seuls habilités à le faire. Ça, c'est le premier objectif. Et dans cet ordre d'idée, pour pouvoir amener l'unité nationale et la solidité des partis et de notre nation. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous voulons que les leaders, désormais, ne soient plus des leaders d'une localité, mais que les leaders aient des influences au-delà de leur sphère naturelle. Donc, qu'ils ne soient pas seulement leaders dans leur circonscription, mais qu'ils soient leaders un peu partout dans le tas. C'est ça, que leur parti puisse rayonner au-delà d'une ou de deux circonscriptions, de plusieurs circonscriptions, mais que les leaders aussi soient donc à l'image de leur parti politique. C'est ce que nous... Et troisièmement, nous voulons lutter contre la transhumance, qui est un fléau qui gangrène et pollue la vie politique au Bénin. Donc, les dispositions que nous avons mises, que nous avons introduites dans le code permettent un tant soit peu de lutter contre la transhumance, même si elles ne parviennent pas à l'endiguer totalement. Et le quatrième élément qu'il faut retenir, c'est que les dispositions ne visent pas à exclure, mais visent à inclure. C'est pour cela que nous avons tout fait, constatant l'état actuel nous avons de la législation et l'état factuel de la situation dans laquelle nous sommes. Nous n'avons pas voulu que les dispositions excluent les démocrates de la course. Sinon, nous aurions pu aller à 20%. Mais ils sont très peu enthousiastes pour être conforme à notre idéal, on aurait pu aller à 20%, mais quand on a fait le calcul, on a dit non, il faut revenir, on est redescendu à 15% pour les prendre en compte. Honorable Gérard Benochi, le Parti des démocrates quand même semble très peu enthousiaste par rapport aux modifications apportées au code électoral. Est-ce que, moi je veux vous poser la question. Nous ne visions pas l'unanimité. Nous ne visions pas l'unanimité. Je sais, honorable. De façon personnelle, lorsque vous soustrayez à votre dossard de mouvancier, bon teint et tout, et que vous analysez, est-ce que vous ne pensez pas que le code électoral ne comporte pas des dispositions chrysogènes? Non, pas du tout. Je vous dis tout de suite que ceux qui vont y trouver des dispositions chrysogènes les auraient trouvées rien que dans leur tête ou par rapport aux objectifs poursuivis. Sinon, si quelqu'un veut garder sa lucidité et voir l'objectif général, l'intérêt général au-delà des intérêts particuliers que j'ai qualifiés tantôt d'égoïstes, la personne, l'intéressé verra que tout ce qui est fait pour l'intérêt du pays, pour la solidité, la grandeur des partis politiques, que à l'avenir, dans un avenir proche, nous n'ayons que 2 ou 3 partis politiques à la tête de cet État qui s'alternent au pouvoir. Ce serait la merveilleuse chose que nous aurons offerte à notre pays, contrairement à ce à quoi nous avons été habitués, où à chaque élection, nous avons 33, 40 candidats à l'élection présidentielle, où des candidats viennent déposer leurs dossiers sur Zénidjan. Donc, c'est des images tristes que nous avons laissées dans la mémoire collective. Toutes ces choses, nous avons voulu les enrayer. Nous n'avons plus voulu des partis claniques, des partis d'amis. Nous voulons des partis à envergure nationale. Tout ce qui est fait vise cela. Nous voulons que les partis permettent de fédérer la nation béninoise plutôt que de la diviser. Et s'ils sont en ancrage national, ils fédèrent mieux que s'ils sont des partis de quartier.
qui vont à la compétition. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a aucune disposition chrysogène, bien au contraire, tout est fait pour permettre que la compétition pour la conquête des pouvoirs d'État, pour la conquête des postes électifs se fasse par des acteurs responsables, de grands acteurs, et non plus des acteurs politiques et non plus des marchands politiques. Alors, j'observe dans d'autres États les indépendants. Pourquoi aujourd'hui, en ayant une vision aussi fantasmique du système partisan chez nous, on n'a pas pensé à créer un truc aussi, à laisser une possibilité aux indépendants? Pourquoi enfermer forcément la gestion d'État ou la chose politique entre les mains d'un politique? Non, nous avons dit que... On aurait pu prévoir une possibilité pour les indépendants. On a dit, l'animation de la vie politique aux partis politiques. Ça n'exclut pas que des individus soient candidats. Mais encore faut-il qu'ils aillent signer des accords de gouvernance avec un parti politique qui croit en eux. C'est possible, ce n'est pas exclu. Nous avons maintenu le multipartisme intégral. On n'a pas mis une seule disposition qui ait interdit le multipartisme intégral. Mais nous avons mis des règles pour le partage des sièges, qu'il y ait des tris, qu'il y ait un dispositif de tri qui permette que ce ne soit pas tout le monde qui a accès au partage des sièges, que ce soit des partis à ancrage national, d'envergure nationale. Des micro-partis peuvent exister pour des groupes de pression, des groupes de réflexion. J'en ai vu plein en Chine, quand j'étais en Chine. On m'a dit que ce n'est pas... Nous savons que nous avons un parti État là-bas, mais ils m'ont dit qu'il y a plein d'autres partis qui sont des partis de participation. Ils participent à réfléchir et à verser cela au parti unique, à proposer, à contester. Donc c'est ça. Donc c'est ce que le modèle que nous implémentons n'exclut pas le multipartisme intégral. On n'a pas réformé pour supprimer cela, pour interdire que les partis se créent, mais si vous voulez avoir accès au partage des sièges, il faut que vous respectez les critères, les dispositifs que nous avons mis sur place pour faire le tri. Honorable Gérard Benochi, la charte des partis politiques interdit l'alliance entre partis selon les réformes autrefois opérées, mais aujourd'hui on opte pour des dispositions nouvelles comme accord de gouvernance, accord de coalition parlementaire. Est-ce que cela n'est pas contraire à la loi portant charte des partis ou encore une fois ce ne sont que des subterfuges pour contourner cette loi? Non, pas du tout. Ce n'est pas des subterfuges, mais et aussi, je répondrai que effectivement, la charte des partis politiques interdit les alliances de partis politiques. Et aujourd'hui, dans notre code, nous entendons accord de gouvernance. Il faut dire que dans la loi interprétative, lorsque nous avons fait les élections législatives de les élections communales, lorsque nous avons fini les élections communales de 2020, vous savez que quand on a voulu commencer à installer les conseils communaux, il y a eu du désordre et nous sommes allés à la loi interprétative. Donc, dans la loi interprétative, on a prévu des accords de gouvernance à la tête des communes pour les partis qui seuls ne contrôlent pas les mairies. Donc, ça existe déjà et ça a été déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Nous étendons cela aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale où on peut avoir accord de coalition parlementaire et au niveau national où on peut avoir accord de gouvernance. Il y a accord de gouvernance communale, accord de coalition parlementaire, accord de gouvernance au niveau étatique. Toutes ces terminologies ne disent pas la même chose que l'alliance de partis politiques. La différence, c'est quoi? C'est que l'alliance de partis politiques, c'est au départ. Avant que d'aller à la conquête de l'électorat, les partis politiques se mettent ensemble pour constituer une alliance et faire une liste unique. C'est ça l'alliance. Or, nous prenons des partis à ancrage national. Si on tolère les alliances, c'est qu'on aura toujours des micro-partis qui vont attendre les élections pour aller en alliance. C'est pour ça que c'est interdit, pour que vous seuls, vous essayiez d'être un parti à ancrage national. Mais lorsque vous allez aux élections et vous finissez maintenant
de lever des sièges. Vous allez gouverner au niveau national, vous allez gouverner au niveau de l'Assemblée nationale, vous allez gouverner au niveau des communes. C'est là qu'interviennent les notions d'accord de gouvernance. Et d'ailleurs, au niveau de l'État, nous l'avons maintenant. Patrice Talon est président, mais il est soutenu par plusieurs partis politiques, dont 2 à l'Assemblée nationale et deux qui nous siègent par l'Assemblée nationale. C'est déjà un accord de gouvernance tacite qui ne dit pas son nom, mais tout cela, nous avons voulu concrétiser cela, légaliser tout cela, pour que ce soit possible, tant au niveau de l'État qu'au niveau de l'Assemblée, et puis au niveau de l'Assemblée nationale. Ça existe aujourd'hui. Le bloc républicain, le groupe parlementaire bloc républicain et le groupe parlementaire UP, le Renouveau, sont 2 différents groupes parlementaires, mais sont ensemble quand il s'agit donc de voter des lois pour soutenir le gouvernement. Donc nous sommes dans un accord de coalition parlementaire qui ne dit pas son nom. Tout cela, on veut légaliser cela. C'est tout cela qu'on légalise. C'est des choses qui se faisaient déjà, mais aucun texte ne l'a dit. À présent, nous les intégrons au code pour que cela se fasse conformément aux lois que nous nous serons données. Voilà. Donc les 2 terminologies ne sont pas les mêmes. Alliance ne veut pas dire accord de gouvernance. Alliance de parti politique ne veut pas dire accord de coalition parlementaire. Et non plus, alliance de parti politique ne veut pas dire accord de gouvernance communale. Alors, pour pure compréhension, encore une fois, est-ce que finalement, lorsqu'on enferme le parrainage à l'intérieur du parti politique, est-ce que ce n'est pas encore une restriction de la liberté de parrainer? Non, pas du tout. Parce qu'il est vrai, quand vous allez voir la liberté de parrainer s'exprime à l'intérieur du parti politique. Dès lors que vous adhérez à un parti, je vous dis, dès le jour où vous adhérez, vous adhérez à votre parti, à un parti politique, je vous dis que vous perdez 90% de votre liberté politique. Parce que votre liberté s'exerce à l'intérieur de la discipline du parti. Et le parti a ce qu'on appelle la discipline de groupe. Et c'est cette discipline de groupe que nous avons voulu légaliser fortement parce que nous voulons lutter contre la transhumance et les achats des militants. Il faut que cette discipline de groupe soit renforcée pour que le parti n'investisse pas pour mettre quelqu'un sur sa liste, dépense pour payer sa caution, dépense pour sa campagne. L'intéressé est élu et une fois élu devient fort et dit « je ne reconnais plus le parti, je vais parrainer qui je veux ». Mais non, c'était des aberrations. Un parti qui a dépensé, qui vous a mis d'abord sur votre liste parce qu'il n'y a pas de candidature indépendante pour les législatives ni pour les communales. Il faut que vous soyez sur la liste d'un parti. Et voilà le parti qui accepte de vous mettre sur sa liste, paye votre caution, met l'argent dans la campagne, vous êtes élu et vous pensez que vous êtes libre, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, pour renforcer le parti politique, il faut aider le parti à ancrer la discipline de groupe en interne. Et c'est ce que nous faisons pour que les élus, une fois élus, il y a une éthique en politique que nous voulons même instaurer par cette disposition pour que, une fois que vous êtes sur la liste d'un parti politique, vous savez que vous avez le devoir d'obéir à la discipline intérieure à l'intérieur de ce parti politique. Donc, si le parti a un candidat, c'est lui que vous parrainez. Si le parti n'a pas de candidat, vous pouvez parrainer un candidat qui a été désigné par un parti ayant signé un accord de gouvernance avec le parti pour que vous puissiez parrainer des candidats qui ont la même idéologie que votre parti politique. Est-ce que la mouvance s'est posée une seconde et a envisagé la possibilité que la Cour rejette en bloc tout ce qui a été fait? Pourquoi pas? C'est possible. On s'attend à tout. On n'est pas des superman, on est des humains. L'erreur humaine. L'humain ne peut pas faire quelque chose et dire c'est exemple d'erreur. La preuve, c'est que le code que nous avons voté en 2019, nous-mêmes, nous avons vu qu'il y a des erreurs dedans. Et la Cour a relevé des erreurs que nous sommes en train de corriger. Donc, nous sommes humains, nous attendons à tout. L'être humain est perfectible. Donc, nous ne pouvons pas dire que tout ce que nous avons fait est parfait, mais nous avons mis la discipline qu'il faut, la rigueur qu'il faut pour tout faire dans les règles de l'art. Nous espérons que ce sera déclaré conforme par la Cour constitutionnelle. Honorable Gérard Benochi, merci d'avoir répondu à ma question. C'est moi.